Messieurs, bonsoir. Bienvenue. Que nous arrive-t-il? En posant cette question, je ne m'interroge absolument pas sur le nombre. La qualité reste. Je m'interroge sur autre chose. Quand je dis que nous arrive-t-il, sait-on encore aujourd'hui ce que c'est que d'avoir 50 ans? Sait-on encore aujourd'hui ce que signifie avoir 60 ans? J'aimerais, si vous le voulez bien, faire ensemble une toute petite expérience. Et vous allez voir, je pense que nous allons avoir un très bel enseignement. Première question que j'adresse particulièrement à vous, messieurs. Mesdames, vous en êtes dispensés par respect et courtoisie, mais vous pouvez vous joindre à nous. Si vous avez plus de 50 ans, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Je vous en prie. Voilà. Regardez, donc voici, regardez, plus de 50 ans, nous sommes donc là, tous ceux qui sont debout, tous dans le même panier, nous sommes catégorisés seniors. Alors écoutez bien ma deuxième question, restez bien debout, ma deuxième question est bien plus importante que la première. Pour tous ceux qui parmi vous estiment dans leur tête et dans leur corps faire beaucoup moins que le chiffre affiché au compteur, ceux-là restent debout, les autres se rassoient. Donc je reprends. Ceux qui parmi vous estiment être beaucoup plus jeunes dans leur tête et dans leur corps que l'âge affiché au compteur, ceux-là restent debout, les autres se rassoient. Et vous voyez que pratiquement il y a les 85% d'entre vous qui restent debout, je vous en remercie, rasseyez-vous. Quelle conclusion? Parce que c'est ça qui est intéressant. La conclusion est la suivante. C'est que dans votre tête et dans votre corps, vous vivez des moments de jeunesse bien plus longs que ce qui s'affiche sur votre calendrier personnel. Cela signifie donc que nous vieillissons beaucoup moins vite qu'à d'autres époques. C'est ça que cela signifie. Regardez, comment vous faire toucher ce phénomène. Voici une première photo. Regardez ensemble. Voici une photo prise aux alentours de l'âge de 67 ans. Victor Hugo, 19e siècle. Un siècle plus tard, voici une autre photo. 70 ans. Un siècle entre les deux. Poursuivons si vous le voulez bien. Regardez, dans votre paysage habituel, voici Éric Orsena, 66 ans, voici Bernard Pivot, 78, fait partie aussi de votre paysage audiovisuel, 88 ans, Jean d'Ormesson. Formidable. Vous ne vous étonnez pas qu'il soit encore là, qu'il soit en activité, vous ne vous êtes jamais posé la question. Mais en 1930, on se serait posé la question, ce c'eût été exceptionnel. Poursuivons encore, si vous le voulez bien. Chez les dames, avec encore une fois respect et courtoisie, Claire Chazal, depuis combien de temps? Elle a 57 ans. Actrice, égérie, James Bond Girl, 56 ans. Voilà donc un certain nombre de personnes qui font partie de votre univers quotidien et dont vous ne vous interrogez même pas sur la question de savoir quel âge ont-ils. Vieillissent-ils ou pas? Ils font partie de votre univers. Et je peux vous assurer que la liste est longue. Que si on ajoute tous les gens des médias, les gens de la publicité, les acteurs internationaux, etc., je peux vous assurer qu'il y a là une partie exceptionnelle du monde que vous connaissez et qui font partie de ces seniors et qui font bouger le monde encore. Je poursuis encore avec deux chiffres si vous le voulez bien, et juste avant, simplement ceci. Je vous ai dit, nous vieillissons, semble-t-il, plus lentement qu'avant. On va le dire autrement. Notre longévité s'accroît de 3 mois chaque année. Je le traduis encore autrement. Chaque année, vous ne vieillissez que de 9 mois. Chaque année, vous ne vieillissez que de 9 mois. Voilà comment vous en gagnez 3 chaque année, si je puis dire. Deux chiffres maintenant pour vous faire toucher du doigt les deux réalités que cela compose dans notre pays, la France. Première réalité, voyons ensemble, première série de chiffres, ce que représentent les plus de 60 ans dans la démographie d'aujourd'hui. Dans la démographie d'aujourd'hui, pratiquement c'est 14 millions de personnes. D'après les spécialistes, en 2030, regardez ce que ça va donner, 2030, pratiquement 20 millions de personnes auront plus de 60 ans. Et si on se projette, d'après les calculs actuels, vers 2060, regardez, on va arriver pratiquement à 25 millions de personnes, un peu moins.
Ça, c'est la première représentation qu'il faut avoir en tête. La puissance démographique des plus de 60 ans va s'accroître au fur et à mesure du temps. Première donnée. Deuxième donnée, quel est leur poids économique ? Alors voici, regardez, comparons à la fois la population et comparons également son pouvoir d'achat. La population actuellement, grosso modo, sur les plus de 50 ans, il représente à peine 40%, 39% exactement, de la démographie aujourd'hui en France. 4 personnes sur 10 ont 50 ans ou plus. Oui, mais leur poids dans la consommation est supérieur à la moitié, est aujourd'hui de 54%. Dans les dépenses de consommation, c'est ce qu'ils représentent. Et cette part-là, en proportion, ne fera que s'accroître. Voilà donc une deuxième façon, si vous voulez, de percevoir ce mécanisme-là qui est en route et qui est lent. Chaque année, il s'accroît. Donc ce n'est pas, ce n'est pas un accident que vous allez pouvoir palper, tenir entre vos mains et dont on va se rendre compte aisément. C'est au fur et à mesure du temps que l'on va s'en rendre compte. Ça, c'était la deuxième série de chiffres. Nous voyons donc émerger petit à petit une nouvelle catégorie de personnes. Alors, on les appelle les seniors. On les appelle les seniors et la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est d'abord de définir cette catégorie-là. Elle est définie par des besoins, définie par des envies, mais définie, vous le voyez, surtout par une limite d'âge. Au-delà de 50 ans, vous êtes senior, point final. La question que des regards et des hommes nous posent ce soir est la suivante. Cette population-là, globalement, représente-t-elle bien la silver economy, c'est-à-dire l'économie des cheveux grisonnants? Et cette silver economy est-elle, c'est plus glamour quand on dit silver economy, mais et cette silver economy est-elle, oui ou non, un Eldorado? C'est-à-dire, vous, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, devez-vous intégrer dans la gestion de vos entreprises ou dans les systèmes d'innovation ou dans les prospectives que vous allez avoir, le fait que, attention, cette génération-là est en mouvement et cette génération-là accroît sa part relative chaque année. Voilà la question qui nous est posée. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de vous être rendus une fois de plus à cette invitation des regards et des hommes et de toutes les équipes de la CCI Essonne. C'est vrai qu'aujourd'hui vous êtes un peu moins nombreux, le thème fait peut-être un peu peur, il nous concerne tous, tel sera notre avenir, c'est vrai. Et nous avons beaucoup de chance que de pouvoir espérer sur cet avenir-là, car il sera largement différent de celui des autres. Merci donc beaucoup de vous être rendus à cette invitation. Invitation des équipes de la CCI Essonne, invitation également donnée par le premier vice-président de la CCI Essonne, que je vous demande d'applaudir, monsieur, excusez-moi, oh, j'ai un trou, excusez-moi, pardon, monsieur Dénu, pardon. Bien, bonjour à tous, je ne serai pas très long. Effectivement, tout à l'heure, je me suis levé, parce que la carte vermeille, je l'ai dans la poche. Mais je ne me suis pas assis non plus. Donc, et le fait d'être ici dans cette chambre et de m'occuper du monde économique et des entrepreneurs me fait rajeunir tous les jours. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je voudrais simplement vous rappeler le thème des regards et des hommes. C'est s'informer, c'est échanger, c'est réfléchir, c'est débattre et c'est construire. Donc, c'est ce que je vous propose de faire ce soir. Et vous allez voir, nous avons des intervenants qui sont de qualité. Monsieur Didier Dénu. Sur le principe, vous connaissez notre façon d'agir. Dans un premier temps, nos invités vont nous éclairer et dans un deuxième temps, vous pourrez leur poser toutes les questions nécessaires. Première invitée, je vais vous demander d'accueillir Madame Caroline Mouminou. Bonjour madame, je vous en prie, prenez un micro, installez-vous juste au centre. Vous êtes directrice marketing et directrice de la communication chez Intervox Legrand. Alors, c'est intéressant Intervox Legrand parce que quand on donne ces deux noms, ils sont tout à fait disproportionnés. Legrand, on connaît à peu près, 40 000 salariés, 4 milliards de chiffre d'affaires. Vous êtes spécialisé dans le numérique et vous êtes spécialisé dans l'électrique du bâtiment, je vais le dire comme ça. Mais Intervox, racontez-nous, de quoi s'agit-il ? Bonsoir à tous. Le groupe Legrand, effectivement, est connu un peu de tout le monde de par la notoriété, effectivement, des solutions dans l'infrastructure du bâtiment.
Depuis quelques années, le Grand s'intéresse beaucoup à l'assistance à l'autonomie. C'est un intérêt grandissant. Vous aviez vu la démographie et la population vieillissante. C'est une demande de nos clients et c'est un intérêt aussi pour nous d'aller dans ce sens. Intervox est une PME qui travaille, qui fabrique des solutions de téléassistance depuis 30 ans. Et dans le parcours de Legrand, dans toute cette histoire d'assistance à l'autonomie, comment trouver des solutions pour aider la population vieillissante à trouver des solutions de sécurité, de confort et de lien social, en dehors des solutions que Legrand commercialise en termes de domotique et d'autres solutions dans l'infrastructure du bâtiment, eh ben, Legrand a rencontré dans son parcours Intervox et a racheté cette société en février 2011. Et ça nous permet d'avoir beaucoup de poids, beaucoup de légitimité aussi et de pertinence dans notre offre, car on allie des solutions dans l'habitat, dans le domicile, les établissements de santé, et avoir des solutions avec les services qui vont avec, pour apporter à cette population tout ce qu'il faut, j'espère. Autrement dit, il y a donc des réflexions stratégiques chez Legrand, d'après ce que vous m'avez dit. Première stratégie, il s'agit de, grosso modo, tout ce qui est l'énergie d'un bâtiment. C'est bien ça? Oui, l'efficacité énergétique. Efficacité énergétique. Oui, tout à fait. Et d'autre part, restituer l'autonomie aux habitants de ces immeubles. Les deux fondamentaux, les deux axes stratégiques, efficacité énergétique et assistance à l'autonomie. Parfait. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Deuxième invité, je vous demande d'applaudir Christophe Urvois-Isaac. Merci beaucoup d'avoir fait un si long chemin pour rentrer chez vous. Christophe Urvois-Isaac vient de Belgique. Il a pris la route à Bruxelles aux alentours de midi et est arrivé en fin d'après-midi ici à Paris. Merci beaucoup d'avoir fait tout ce chemin. Vous faites partie, vous dirigez l'agence Senior Agency à Bruxelles. Je m'empresse de préciser que Senior Agency est une agence française qui est établie dans plusieurs pays, la Belgique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Suède, l'Allemagne également, la Grande-Bretagne, et que vous êtes la première agence à avoir décidé que votre cible serait les plus de 50 ans. Au départ, vous vouliez devenir journaliste. Vous avez vu leur fiche de paye, vous vous êtes retourné, vous avez pleuré, vous avez dit « je serai publicitaire ». Vous avez fait vos études en Belgique et... ma question est, la Belgique, c'est un bon choix? Il y a beaucoup de Français en ce moment, non? Ma deuxième question, que peuvent vous apprendre les Belges que ne sauraient vous apprendre les Français? Je pense pas qu'on puisse apprendre plus en Belgique qu'en France. La seule différence, au niveau européen, la Belgique a une segmentation avec le nord et le sud du pays qui fait qu'on a d'un côté le côté germanophone, de l'autre côté le côté latin. Voilà, c'est un peu la spécificité du pays, mais grosso modo on a à peu près les mêmes choses, les mêmes réactions, les mêmes chiffres, les mêmes données en Belgique qu'en France. Parlez-nous maintenant de Senior Agency, ce positionnement très volontariste sur cette population. Pourquoi? Quelle est la réflexion qu'il y a derrière? Il n'est pas volontariste. Quelque part, c'est que le marché montre, on a vu les chiffres, on a vu plein de données, on va en voir encore. Il y a un vrai besoin. Les seniors sont vraiment une nouvelle catégorie et les publicitaires ont toujours ce phénomène. On veut absolument le jeunisme, on veut absolument être jeune, on veut absolument avoir une marque qui est de tendance, qui est la dernière marque à la mode, qui fait les derniers spots et ainsi de suite. Et cette génération de seniors est souvent oubliée. Et en fait, il y a un chiffre qui est tout bête, 86% des seniors, quand on les interroge, nous disent on ne communique pas à nous directement, on communique à des jeunes, on communique à des personnes beaucoup plus âgées que nous, à des très vieux, on va leur parler d'incontinence, on va leur parler de tout ça, on y reviendra, mais vraiment, en soi, on a toute une génération qui est oubliée et à qui on ne sait pas bien communiquer et correctement communiquer. D'où l'intérêt de se mettre sur ce positionnement-là. C'est ça, donc vous êtes en train de dire, attention, vous êtes en train de dire qu'une certaine partie des publicitaires ne font pas leur job, c'est ça ? Oui. Et donc vous vous êtes engouffré sur cette niche-là, sur cette partie-là. Aux oubliés, non, nous avons pensé à vous. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Et puis après, il y a une côté évangélisation quelque part du marché. On en parlait avant de commencer, qui est voilà, en interne, généralement dans les sociétés, on veut pas voir cette population, on l'oublie. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on doit communiquer sur cette cible? Quel est l'intérêt de communiquer à cette cible? De toute façon, elle consomme mon produit, donc pourquoi je vais communiquer à cette cible? Parfait. Voilà. Nous allons évidemment préciser tout cela dans un instant. Notre dernier invité, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Jacques Seguela.
Jacques Séguéla qui est arrivé très tôt ici pour préparer cet événement. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous en prie. Prenez un micro. Alors, j'aimerais, si vous le permettez, rappeler un certain nombre de points importants de votre vie parce qu'ils ont également marqué notre temps. Et souvent on l'oublie. Tout d'abord, vous êtes docteur en pharmacie. Voilà, docteur en pharmacie. Et ceci parce que vos parents, vous l'avez demandé, ils étaient eux-mêmes médecins et en hommage à eux-mêmes, vous avez dit « Ok, ça va, je vais le faire ». Et vous êtes donc diplômé, docteur en pharmacie. Puis ensuite, à l'âge de 30 ans, vous avez été, je vais vite, mais vous avez été rédacteur en chef d'une publication qui dépendait de France Soir. France Soir, à l'époque, dirigé par un grand monsieur, Pierre Lazareff. Et c'est Pierre Lazareff qui, à un moment donné, vous dit « Dirige-toi vers la publicité ». Ça deviendra RSCG, S. Séguéla. Merci Pierre. Puis Euro RSCG. Aujourd'hui, c'est Havas, groupe Bolloré, et vous faites toujours partie de cet ensemble-là. 1500 campagnes de publicité, je suis sûr que j'en oublie. En voici deux, j'en épingle deux, vous vous en souvenez sans doute. Carte noire déjà, ben voilà, c'est Monsieur Séguéla. Et puis aussi, vous vous en souvenez peut-être, toutes ces fabuleuses campagnes à l'époque sur Citroën. Les chevrons sauvages, ça vous dit quelque chose? Oui, voilà, signé Jacques Séguéla également. On pourrait en ajouter beaucoup, mais je tenais à épingler ces deux-là. J'épingle aussi toute la partie politique. 40 campagnes politiques, quelques-unes exceptionnelles, avec des slogans que vous connaissez tous. La force tranquille, Jacques Séguéla. Un peu plus tard, vous avez la génération Mitterrand, Jacques Séguéla. On pourrait en ajouter, bien sûr. Et puis aussi, vous êtes, avec le hasard, l'artisan de la rencontre entre Madame Bruni et Monsieur Sarkozy. J'ai bien dit avec le hasard. Y en a-t-il? Vous sortez ces jours-ci un livre tellement attendu qu'il est déjà en rupture et qui s'intitule... Je reste quand même un agent publicitaire et pas un agent matrimonial. Hein. On est bien d'accord. Vous êtes fils de pub, hein, c'est comme ça que vous vous définissiez toujours. Vous signez donc un livre qui s'appelle Merde à la déprime, livre dans lequel vous dites à vos concitoyens, franchement, voir les choses en noir aujourd'hui, c'est une gigantesque erreur. Pourquoi ? Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Alors, choisissez votre moyen de locomotion. Ou vous voulez rester dans les avions, et je rappelle que la France est le premier avionneur du monde à taper Boeing, et chaque année retape Boeing, construit les plus beaux avions du monde. Alors, au lieu de se désespérer, au lieu de se lamenter, faisons l'amour et pas la gueule. Et ça se terminera tellement mieux. D'autant que la France est notre chance. La France, contrairement à ce qu'on peut croire, fait la plus belle chose qui soit. On est en train de parler des vieux cons, c'est pas le sujet qui me passionne le plus, mais je suis venu justement pour voir. Mais qu'est-ce que nous faisons de formidable tous ensemble, les Français? Nous fabriquons 830 000 bébés par an. Ça veut dire que nous avons la plus forte natalité d'Europe. Ça signifie que dans 30 ans, nous aurons doublé la population de l'Allemagne. La France sera le pays le plus peuplé d'Europe et donc le pays le plus puissant d'Europe. Et en parallèle, quelle sera la langue la plus parlée dans 30 ans? Est-ce que ce sera l'anglais? Est-ce que ce sera le chinois? Est-ce que ce sera l'espagnol? Aucune des trois. Ce sera le français. Le français aujourd'hui est parlé par 3% du monde, l'anglais par 8% et l'espagnol au milieu par 5%. Mais dans 30 ans, la population de l'Afrique aura doublé. D'1 milliard, elle sera passée à 2 milliards avec une majorité de francophones et le français sera parlé par 8% du monde, l'anglais par 5%, l'espagnol par 3% et nous avons... Alors, je ne serai pas là, enfin je vais essayer de tenir jusque-là, mais je ne sais pas si j'y arriverai, mais c'est sûr que beaucoup qui sont dans cette salle et vos enfants et vos petits-enfants auront la chance de connaître ce qu'a connu l'Amérique il y a un siècle, d'avoir le monde qui parle sa langue et de pouvoir imposer ses produits, ses rêves et son French way of life et non pas cette saloperie d'American way of life qui nous a bourré de Coca-Cola, de hamburgers, de western et de merde qui n'ont rien à voir avec ce que nous aimons. Je peux citer un deuxième ouvrage, c'est l'antépénultième. Antépénultième dont vous signez la préface et qui s'appelle « L'art de vieillir jeune », paru en 2010. Voici ce que vous écrivez. « Préparons-nous à vieillir jeune. Du haut de mes 3/4 de siècle, je ne connais qu'une recette.
La vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur les rêves. Ne rien regretter, ne rien renier, ne rien céder, ne rien désavouer. Vieillir jeune se résume à vivre heureux. Êtes-vous heureux? Bien sûr. Et les Français sont heureux. Le moral des ménages est en baisse, le moral des patrons est en baisse, le moral des politiques est en baisse. Et on vient de faire un sondage il y a quelques mois où on a posé 2 questions aux Français. Première question, êtes-vous heureux de votre vie? À la stupéfaction générale, réponse oui à 82%. Et le sondage vient d'être refait il y a quelques semaines et on est toujours à 82%. Bon. Deuxième question, pensez-vous que votre voisin est heureux de sa vie? Non à 72%. Voilà, nous sommes totalement schizophrènes. C'est-à-dire qu'on a le bonheur personnel et la déprime collective. Je me souviens de Coluche qui m'a raconté une histoire formidable, qui est l'histoire d'un mec qui est le long d'une rivière, et dans la rivière, il y a un mec qui se noie, et qui crie « Help, help, help !» Et le mec qui se noie dans la rivière dit « Mais espèce d'imbécile, au lieu d'apprendre l'anglais, il fallait apprendre à nager. » Voilà l'état d'esprit du Français aujourd'hui. C'est pour ça que je dis merde à la déprime. Et pourquoi je refuse le mot de vieux? Parce que je n'ai qu'une définition pour le mot vieux. Vieux, c'est mieux. Justement, c'est ma dernière question avant d'autres. Avez-vous vu surgir dans votre carrière petit à petit cette génération de plus de 50 ans? Est-ce qu'au fur et à mesure, elle s'est affirmée? La señora John C. est là et dit oui, oui, nous la voyons bien, et vous l'avez-vous vu arriver? Alors, on va beaucoup s'amuser parce que il m'a traité de feignant ou ne faisant mal mon métier. J'adore ça. Hein. Je ne suis pas du tout vexé, au contraire. On est là pour débattre et évidemment en toute amitié. Mais enfin, je vais lui passer aussi ces 4 vérités. Je veux pas non plus jouer les pontifs. Hein, et puis, pas du tout ça. On est là pour se dire ce qu'on pense et puis en toute amitié professionnelle. Je pense que ce métier se trompe. Je l'ai toujours pensé. Créer une ségrégation fixée sur l'âge est une imbécilité notoire. On n'a pas l'âge de ses artères, on a l'âge de ses neurones. Et je connais des jeunes de 10 ans qui ont déjà 90 ans, et je connais des vieux de 90 ans qui ont encore 10 ans. Quant à moi, je fête mes 80 balais, et je peux vous dire que je ne me sens pas du tout dans ce connerie que vous appelez la silver génération. D'abord, je n'ai pas de cheveux et risque pas d'être blanc, et je ne me sens absolument pas dans les catégories qui vont raconter, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Je crois simplement que le marketing est le même pour quelqu'un de 20 ans que pour quelqu'un de 80 ans. Évidemment, les produits diffèrent. Évidemment, les habitudes de vie se modifient. Évidemment, les valeurs peuvent évoluer. Mais les principes de la consommation, les principes de la puissance sont exactement les mêmes. Et je vous ai amené une preuve probante qu'il était une... Dans un instant. Je vais encore dire quelque chose. Non, parce qu'il y en a qu'un qui parle ici. Non, dans un instant, c'est pour ça. Il n'est pas débatteur, mais d'accord, ok, d'accord. Je ne discernais pas d'un côté le journaliste qui m'empêche de parler et de l'autre côté le publicitaire que je vénère et qui m'insulte. Dans un instant, monsieur Séguéla, simplement, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Pour terminer le portrait, sachez enfin que dans l'une des composantes de la carrière de M. Séguéla, c'est aussi l'influence. Et ils sont très rares sur la place de Paris à pouvoir revendiquer simplement cette influence. Anne Méot, Thierry Sausset, également Stéphane Fuchs, Jacques Séguéla, il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que par l'intelligence, par les réseaux, par le pouvoir des mots, celui de la publicité, ils parviennent à défendre des causes ou à faire avancer les idées. C'est juste ce que je voulais encore ajouter. Vous nous direz donc dans un instant si la ménagère de moins de 50 ans, aujourd'hui, est quelque chose d'obsolète. Nous allons procéder, mesdames et messieurs, en 3 tableaux. Première question qui se pose à nous, qui sont les seniors? Voilà, on va démarrer bientôt. Qui sont-ils? Est-ce qu'on peut les mettre tous dans le même panier ou bien faut-il vraiment faire des choses différentes selon les âges, selon les besoins, les envies? C'est dans un instant. Deuxième tableau. Quels sont les produits? Une fois qu'on aura les personnes, peut-être pourra-t-on parler des produits ou des services, bien sûr, pour cet ensemble de personnes-là. Et on verra vraisemblablement qu'il y a différents produits pour différents âges.
Et puis enfin, tout cela fait-il une économie? Car la question à laquelle nous devons répondre, c'est: y a-t-il là un Eldorado devant nous? Voilà donc les 3 questions, les 3 tableaux. Premier tableau, qui sont donc ces seniors? Eh bien, Hollywood leur a même dédié un film. Voici un extrait, c'est la bande-annonce. Bonjour mesdames et messieurs. Il y a 11 jours, nos radars de surveillance ont montré que le satellite russe ICON devrait faire son entrée dans l'atmosphère terrestre dans 30 jours. Aujourd'hui, le système de guidage est un dinosaure. Les seuls à pouvoir faire le boulot Y a-t-il encore quelqu'un de vivant qui puisse le réparer? sont nos 4 gars. Je ne change pas une navette spatiale en service gériatrique. L'aiguille tourne, Bob, et je vieillis à chaque seconde. La NASA veut nous envoyer dans l'espace. J'ai dit que j'acceptais si l'équipe d'origine faisait le boulot. Il faut que je le fasse avant de retourner. Pourquoi pas, nom de Dieu? Vous et votre équipe devrez vous plier à toutes les conditions physiques requises comme tous les astronautes. Allez. Ces hommes sont les pionniers de notre métier. Ces saloperies de dents qui ne tiennent pas. Ah, chérie, c'est pas vrai. Ils étaient là à la naissance des fusées. Tu t'en tiens à leur protocole, tu veux bien? Mon cul. Première question donc, qui sont-ils que ces seniors en question? Je me retourne vers vous, Jacques Seguela, et juste après vers vous, Christophe. Encore une fois, l'âge peut-il être un critère de définition de cible? Senior, plus de 50 ans, oui, non? En aucun cas. Sauf évidemment pour les problèmes particuliers, les problèmes médicaux, les problèmes de dépendance, les problèmes de faiblesse. Mais je suis le seul ici d'ailleurs qui peut en parler sciemment. 80 balais. Je ne vois aucune différence entre ce que je pouvais faire à 60, à 70, à 50 ou à 30. Je sais que le temps m'est compté. J'ai simplement une exceptionnelle supériorité sur vous tous et sur mes débatteurs que je vais enfoncer. Pourquoi? Parce que quand on a 80 balais, et j'ai découvert ça avec délice, quand on a 80 balais, on a enfin la liberté. On a la liberté de penser. Je pense ce que je veux et je vous emmerde. On a la liberté de dire. On n'ose pas dire les choses. On est toujours, soit professionnellement, si je dis une connerie, soit parce que chez soi à la maison, que va penser ma femme, soit parce que quand on est dans une télévision, que vont penser les téléspectateurs. Bon, on est toujours freiné dans ce que l'on pense vraiment. À 80 ans, on dit ce qu'on veut, on dit comme on veut. On n'a plus aucun respect de l'opinion. Et déjà, on n'a plus le respect de sa propre opinion, parce que nos vies d'ego, les publicitaires sont tous des égos démesurés, et en plus quand ils font des publicités politiques, ils sont à faire des politiques qui ont encore plus d'ego qu'eux, eh bien arrive un moment où l'ego ne compte plus.